Bonjour, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Attachez vos ceintures, on part tout de suite en voyage avec l'artiste photographe Luca Solari. Il vous emmène au travers de son exposition Une île, le Nord, l'hiver, à voir au château de Rolle du 16 juillet jusqu'au 15 août. Ensuite, retour à Nyon avec l'HESSO qui vous propose un mini-festival. Faute de paléo, ce sera tout l'été, mais plus particulièrement du 1er au 4 juillet avec des performances artistiques sur scène, mais aussi des musiciens. On fait la fête, vous l'aurez compris. Enfin, on descend un peu plus loin, mais à l'ancienne maison Gubler pour découvrir en images la nouvelle structure œuvre intégrée à l'espace public. Ça s'appelle Charpentification. Avec son exposition Une île, le Nord, l'hiver, Luca Solari vous fera voyager du château de Rolle jusqu'aux Pays-Bas du 16 juillet au 15 août. Entre paysages, portraits et tournois de billard, le photographe commente avec nous ces clichés. Bonjour Lucas. Bonjour Merci Andrea. beaucoup d'être avec nous. Alors on va préciser un petit peu, on va revenir sur cette histoire, votre histoire, un voyage en 2009. Vous partez sur l'île de Schiermonnikoog. Je crois que je l'ai dit juste. Vous, il vous a fallu des années. Hein. Oui, des années. Pour aller aux Pays-Bas. Et là, vous tombez amoureux de cette toute petite île. Qu'est-ce qui vous a plu? D'abord, ce qui m'a plu, c'est le paysage. C'est une île, faut s'imaginer une dune de sable, perdue quelque part entre la mer du Nord et la mer de Wadden. Ça, c'est ce qui m'a plu. Déjà, pour commencer, c'était l'hiver. J'ai voulu faire ce voyage avec 3 idées dans ma tête, 3 graines petites. C'est une île, le Nord, l'hiver. Et je me suis... L'hiver, hein, vous dites d'ailleurs que ça s'y prête particulièrement à la photo noir-blanc. Pourquoi ? Oui, parce que c'est une ambiance monochrome, un peu comme ça. Ça, c'est une chose. C'est des lumières rasantes aussi, des contrastes. Je pense que ça se prête à ça. Et moi, quand je commence un sujet, que ce soit ou couleur ou noir-blanc, je m'y tiens. Voilà, ça devient une ligne. Une ligne, quoi. Ouais, une ligne que vous avez suivie depuis 2009. Alors ouais. C'est vrai que votre femme est hollandaise. Alors on voit finalement ce qui a pu vous attirer, l'amour. Il y a certainement une part d'amour, ça c'est clair. Mais je sais pas, l'idée de voyage, c'est surtout l'envie de me couler dans une idée de voyage, avec ces 3 petites idées. Et ça a été mon guide. Et ça a été déterminant. Parce que l'hiver, c'est une île très touristique, d'accord ? L'hiver, la vague de touristes reflue. Ils sont enfin entre eux. Et quand ils sont entre eux, ils font quelque chose de très spécial que j'ai eu à découvrir. Ouais, ce que vous nous emmenez à découvrir, c'est justement des paysages, des portraits et un tournoi de billard qui a lieu chaque année en janvier. Ouais. Qu'est-ce qui fait le point de commun de ces 3 thématiques-là ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a un je ne sais pas. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne sais pas. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Ça a été finalement un révélateur de cette île. Qu'est-ce que vous avez appris sur ces personnages-là que vous avez photographiés ? Moi, ce que je voulais, ça a été... Moi, d'abord, j'ai photographié les paysages. Ensuite, quelque part, j'ai voulu chercher un contact. La porte d'entrée, ça a été le jeu. Leur jeu, leur moment à eux. Donc le tournoi de billard. Le tournoi de billard. Et ils sont 900 habitants à quelques, ils ont 11 clubs de billard. Et c'est au mois de janvier précisément, le mois que j'ai choisi d'aller chaque fois sur l'île. Et donc à un moment donné, cette rencontre s'est faite. Un jour, j'ai entendu parler de ce championnat, je suis allé à la taverne de l'île, qui est un musée, où chaque objet raconte l'histoire de l'île, l'histoire maritime de l'île. Et là, je me suis assis à côté d'une... Ce qui vous a permis de, justement, ces rencontres avec ces marins qu'on a vus ici dans les portraits. Il y a des portraits assez frappants où vous me disiez, c'est assez frappant parce que chaque visage est finalement un paysage en lui-même. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Et une chose très importante, j'ai fait les paysages toujours au même endroit, dans la taverne, parce qu'ils s'y sentaient bien. C'est très important. C'est un instant, le portrait. Faire le portrait de quelqu'un, ça suppose une confiance, que la personne se sente à l'aise. Et c'est un endroit où ils se sentaient chez eux. Ils étaient chez eux dans cette taverne. C'est une question que j'aime bien poser aux photographes, mais qu'est-ce qui vous fait déclencher à un moment donné ? La vérité. La vérité. Le naturel. Absolument. Je pense que ça se voit, j'espère.
Mais il peut y avoir des ratages. Il y a des gens qui face à une caméra, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que pour ce faire, il faut que vous entriez forcément en dialogue avec ces personnes-là, qu'il y ait une relation qui s'installe entre vous deux. Complètement. Il y a toujours un moment de dialogue. Et je pense que le fait qu'il m'ait vu souvent dans cette île, en train de faire des photos dans le championnat de VR, ils se sont familiarisés avec moi. Moi, je ne parle pas le hollandais. Bon, on essaie de communiquer en anglais, ils savent ce que je veux. Donc il y a un élément de confiance qui s'est installé, qui s'est construit avec le fil du temps. Ça, c'était super important. Et je pense qu'ils sont familiarisés à voir ce gars qui est rentré dans un moment d'intimité, ce qui, franchement, n'est pas évident du tout. Parce qu'ils m'ont dit une fois, on ne veut pas être fameux. On ne veut pas être connu. Bon, ils ne vont pas être connus avec moi, je ne suis pas une star de la photographie, mais j'ai respecté les règles. Ouais, quand même, ça fait une sacrée exposition, hein, parce que vous en avez fait ce voyage, ensuite ce livre qui est sorti en 2018. On va essayer de tourner quelques pages. Et puis, de cette exposition, on aura aussi de la littérature, de la musique. Ouais. Pourquoi mélanger ces différents arts? Alors, je sais que vous êtes compositeur, mais pourquoi avoir voulu mélanger ces différents arts? D'abord, je voulais dire une chose, c'est que je n'ai pas voulu. Quand on m'a appelé, la commune de Rolle m'a appelé pour faire l'exposition, il n'y avait pas de musique à ce moment-là. C'est en cours de préparation de l'exposition que tout d'un coup, il y a quelque chose de musical qui est surgi, et je me suis dit, c'est quelque chose qui va aller avec. Et je l'ai fait. Il faut dire aussi que je... C'est quel genre de musique, du coup? C'était une musique c'est une question de là-bas intéressante. Vous savez, la réponse que je vais vous donner, elle est simple. C'est des sons organisés. Pour moi, la définition de la musique, c'est des sons organisés. Ça ne répond pas forcément, si vous voulez, à la musique qu'on entend tous les jours, à la radio, mais c'est des sons organisés. Moi, je suis batteur. Et donc, en général, les batteurs, comme les bassistes, sont les fondations dans le côté cliché de la chose. Et moi, j'ai renversé la partition musicale. J'ai pris la parole en tant que batteur et je me suis exprimé avec cet instrument. Et après, j'ai invité un clarinettiste, Nicolas Orioli, qui est prof à l'EJMA, Grégoire Marais, qui est un harmoniciste connu qui habite à New York, qui m'a envoyé ses trucs, ses sonorités, Christian Guggenbuhl, qui est ici à Rolle, qui est un musicien extraordinaire, qui fait le mix et qui joue la contrebasse, et j'ai quelqu'un qui dit les textes. Et j'ai fait cet assemblage, et ça dure une douzaine de minutes, et je vais l'envoyer, on va voir comment ils vont réagir. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Ça pourra peut-être voyager, tout ça c'est à voir au château de Rolle du 16 juillet au 15 août. Est-ce que c'est une manière finalement de clôturer ce voyage, ou est-ce qu'il y en aura d'autres, peut-être toujours à Schiermonnikoog ou ailleurs? Non, il ne faut jamais dire fin. Moi, c'est clair que ce qui s'est passé, la situation actuelle a interrompu les choses, mais sinon j'y serais toujours. J'y serais toujours allé. Souvent, on m'a dit, mes copains, tout le temps, pourquoi tu y retournes tout le temps à cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Des fois même, je doutais. Mais il suffisait que je pose un pied et qu'on me salue. « Hey, Luca !» N'importe comme ça, ce geste, cette reconnaissance, cette sympathie, c'était bon. C'était OK, j'étais content d'être là. Et pour terminer l'interview, aujourd'hui, vous êtes installé à Rolle. Est-ce que photographier Rolle, la perle du Léman, ça vous tente? Oui, mais je vais le faire, mais à ma façon. Et c'est aussi peut-être à la même manière que j'ai fait ce voyage que j'ai commencé, c'est-à-dire avec... je me laisse aller, je ne suis pas professionnel, je n'ai pas de compte à rendre, je veux la liberté. L'art ne peut exister que dans la liberté. Et c'est très important, ça. Et donc, c'est comme ça que j'agis, disons, photographiquement. Un artiste libre, voilà une belle manière de conclure cette interview, Luca Solari. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et donc à voir pour vous Une île, le Nord, l'hiver du 16 juillet au 15 août au château de Rolle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle journée. Un plaisir, merci beaucoup. Pas de paléo pour la deuxième année consécutive, c'en était trop pour la HES-SO qui veut absolument faire vivre sa nouvelle installation artistique temporaire. Baptisée Temporalis, cette structure géante a trouvé sa nouvelle terre d'accueil sur l'esplanade des Marronniers à Nyon tout l'été. Et histoire de marquer le coup et de ressentir un peu d'esprit de fête, la HES-SO organise un mini-festival, ça aura lieu du 1er au 4 juillet sur la place des Marronniers donc, et ça proposera des performances artistiques, des concerts gratuits, des étudiants, des hautes écoles, de musique. Bonjour Luciana Vaccaro.
Bonjour. Vous êtes rectrice de la HES-SO et salut Adriano Cor. Voilà, je vais le dire ton prénom. Tu es musicien et tu vas jouer le 4 juillet donc au festival Temporalis et puis tu es un enfant de Nyon aussi. Luciana, il fallait faire quelque chose avec ou sans Paléo, c'était plus possible? Disons que cette structure Temporalis a été d'abord conçue pour le festival 2020, annulation en 2020, annulation en 2021. La déception pour nos étudiants qui travaillent une année sur ces installations était trop grande. Donc nous, on avait vraiment envie que ça puisse vivre, retrouver un public, aller vers la cité. Et donc on a approché la ville de Nyon qui nous a permis de faire vivre cette installation du 1er au 4 juillet. Donc ça s'est fait très rapidement là, ces dernières semaines, j'imagine, parce qu'il y a eu le dernier conseil communal de Nyon qui a approuvé le préavis permettant d'animer la place des Marronniers avec diverses associations pendant 2 ans. Donc du coup, la place a été trouvée finalement dernièrement, on va dire. Écoutez, moi j'ai appris que cette idée voyait le jour pendant mes vacances de Pâques. Donc on a attendu un peu que toutes les conditions soient réunies, notamment celles pour accueillir le public, donc les conditions de protection à cause de la pandémie, le préavis de Nyon, et puis il y a quand même des contraintes techniques pour nous, parce que le public pourra le voir, c'est des grandes installations, elles sont assez imposantes, donc on devait pouvoir les réaliser dans un temps record. Ouais, donc on voit à l'écran l'affiche de ce festival, ce mini-festival qui aura lieu du 1er au 4 juillet, dans lequel tu vas jouer, toi, Adriano. C'est un petit lot de consolation, du coup, d'avoir ce genre de petits festivals éphémères qui apparaissent durant cet été. Complètement. Moi, j'ai été avisé de ma venue dans ce festival il y a 3 semaines. Et ça m'a fait un choc positif, parce que j'étais toujours dans cette espèce de no man's land de culture, où moi, je composais dans mon coin, je trouvais des manières d'avancer artistiquement comme je le souhaitais. Mais j'étais quand même privé de mon métier, qui est la scène, et le fait de pouvoir avoir ça aussi avec la collaboration du Paléo et de la HES-SO, je me réjouis, quoi. Ça reprend un petit peu la vie pour les musiciens, la scène, etc. Est-ce que cet été, ça te permet de jouer dans quelques festivals, sur quelques scènes? Cet été, il y aura quelques événements où effectivement ça reprend gentiment, doucement, mais gentiment. Mais j'ai aussi pas envie de trop bourrer de dates, j'ai envie de prendre le temps, parce que je prépare un album l'année prochaine. Et j'ai envie d'axer mon booking à ce moment-là, en fait. D'accord. Mais en tout cas, la boîte mail se remplit un peu plus qu'il y a quelques mois. Ouais, tellement bien. Ça fait plaisir, j'imagine. Parlons un peu de cette structure géante. On a vu les images aussi à l'écran. Qu'est-ce que ça représente, Luciana ? Toutes nos structures sont des structures éphémères, donc ils sont des espaces qui montrent la beauté de l'éphémère, mais dans une scénographie qui peut surprendre. Donc elle est très grande, temporaliste, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en lien avec le temps et avec la beauté de se déplacer dans un espace un peu imaginatif. Ouais. Et comment l'adapter de Paléo à cette esplanade des Marronniers ? Alors, disons, ce que j'aime dire, c'est que la HES-SO, c'est une école tout-terrain. C'est une autre école tout-terrain qui nous permet de nous adapter à des conditions qui sont assez ardues. Le terrain de Paléo peut être très mouillé ou très dur selon les années. Donc je dirais que l'espace de l'esplanade des Marronniers, c'est quand même un espace un peu plus simple en termes de construction. Nous, ce dont on a besoin, c'est de l'espace principalement. Donc il n'y a pas eu énormément d'adaptation. Simplement, la structure telle qu'elle, elle n'est pas conçue comme une scène artistique, elle est plutôt conçue quand on est à Paléo pour héberger des différents projets de nos autres écoles qui viennent de tous les domaines. Donc cette fois, on fait une adaptation pour avoir 2 scènes en parallèle pour que aussi les artistes, les étudiants des écoles artistiques de la HES-SO puissent s'exhiber, parce qu'eux aussi ont été privés de public pendant 1 année et demie. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a le but à la fois de montrer cette structure pour montrer le travail vraiment des étudiants de la HES-SO, et du coup ce partenariat aussi avec les hautes écoles de musique pour faire un festival aussi d'art, de scène, de musique. Comment vous avez façonné un peu ce programme de ce festival Temporalis ? Alors, la structure Temporalis, elle est conçue par nos étudiants de EPIA, donc l'Haute École d'Ingénierie, Paysage et Architecture de Genève, la filière
d'architecture qui développe ça. Et ensuite, la HSSO a toutes les écoles d'art qui sont affiliées. Donc, nous sommes la seule haute école en Suisse romande qui donne des titres universitaires à ces artistes. Et nous avons voulu avoir des artistes des musiques actuelles et du jazz et des artistes de musique classique. Donc, l'EMU et l'HEM Genève sont partenaires. Chaque jour, il y a un groupe qui est plutôt classique, un groupe plutôt musique actuelle. Et puis, n'oublions pas une autre école à laquelle je tiens beaucoup, c'est la Manufacture, notre école de théâtre dans laquelle il y a aussi la danse contemporaine. Et le dimanche, il y aura une représentation de danse contemporaine. Donc un programme varié, bien entendu, qu'on peut retrouver sur Internet. Si vous tapez Temporalis, HESSO, vous retrouverez donc ce programme gratuit. Est-ce que le Paléo a participé également à l'organisation de ce petit festival? Disons que Paléo nous a aidés pour chercher, pour contacter des têtes d'affiche, dont Adriano. Chaque jour, à 21h, il y a une tête d'affiche. Donc, ils nous ont mis à disposition leur carnet d'adresses pour qu'on puisse les inviter. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que nous, on aime beaucoup aller vers le public, vers la cité. Donc, il y aura aussi des fanfares, des brass bands qui se produiront sur scène. Et donc, moi, je me réjouis de ce mix de têtes d'affiche suisses, principalement, et nos écoles, plus des musiques plutôt populaires. Voilà, donc un programme riche et varié. Adriano, ça veut dire que tu devais jouer à Paléo à la base? C'est pas quelque chose que je peux dire là. C'était bien essayé, mais en fait, ça va pas se passer. Non, mais ce qu'on comprend effectivement, c'est que je parlais de l'autre consolation, finalement c'est un peu ça. Donc pas de plaine de l'As, mais finalement l'esplanade des Marronniers pour cet été. Ouais. Bon, Adriano, je propose qu'on écoute et qu'on regarde un petit peu ce que tu fais avec ce petit magnéto qui a été tourné au Montreux Jazz Festival. Adriano, du coup, donc on voit un versant un peu plus acoustique sur le piano droit et puis au piano à queue. Piano à queue. Et puis des machines aussi électroniques. Il y a un peu tout ce mix dans la musique que tu fais, donc musique classique, musique électronique. Alors musique classique, je ne sais pas si c'est vraiment de la musique classique, mais c'est en tout cas ce mix entre le côté organique du piano, qui est quelque chose qu'on retrouve peu dans les musiques actuelles en fait, dans un certain sens. Et j'ai envie d'amener un public qui est habitué parfois à ce qu'on pourrait appeler un récital de piano. J'ai envie d'amener ce genre de public au public de la musique électronique et les faire se rencontrer. Parce que voilà, je pense que le piano, l'instrument organique a sa place sur scène, quoi. T'en es où, toi, dans l'actualité? Il y a toujours ton album qui s'appelle Lone, qui est excellent et puis qui est sorti en 2020. Voilà. Donc, sorti 5 jours avant le confinement. Ouais. C'était une magnifique période. Hasard des dates, voilà. Bon, finalement, de la musique qui s'écoute aussi chez soi, oui, très bien, mais qu'on a envie de voir sur scène, forcément. Donc, il y a des concerts aussi cet été. Je l'ai dit, donc le 4 juillet, forcément, à ce festival Temporalis. Le 21 août, aux scènes du Chapiteau à Romain-Motier également. Et puis, il y a la sortie d'un nouveau morceau, le 23 juillet. Oui, c'est ça. Alors en fait, cette année, il n'y a pas eu que du mauvais dans cette année de confinement. J'ai aussi commencé un partenariat avec mon label Radicalis, puis mon éditeur Wise Music Group. Et avec eux, on sort des morceaux régulièrement tous les 2 mois ou tous les mois. Et on sort des singles, on a commencé en octobre. Et voilà, le 23 juillet sort un nouveau morceau qui fait partie de cette lignée de singles qui seront ensuite représentés dans un album en fin printemps 2022.
Ouais. Très bien. Bon. Je pense que, comme dit Adriano, il n'y a pas que du mauvais. C'est clair qu'on a traversé une épreuve tous de vie sociétale très dure, mais vous voyez, cette pandémie nous a poussé à réfléchir autrement. Ça faisait 15 ans qu'on était partenaire de Paléo et nous avons dû imaginer une autre manière pour faire vivre Temporalis, mais aussi pour permettre à nos étudiants de rencontrer le public. Donc je dirais que les crises sont aussi des moteurs d'innovation. Et moi, je suis une optimiste indécrottable, si je peux se dire. Convaincue. Voilà. Donc, je pense qu'on a... nos étudiants ont aussi vécu cette période avec énormément de résilience. Et ça, c'est aussi un exemple de la résilience d'une haute école pendant cette période. Comme celle de ces artistes qui ont profité de cette période pour créer, pour rester inventifs et pour pas perdre le fil. C'est ça. Et je pense qu'on a pu aller plus loin dans la recherche. Là, j'aurais pas eu le temps et l'énergie mentale de pouvoir composer autant que j'ai fait ces dernières années, quoi. Donc c'est une très bonne chose, c'est vrai. Et maintenant, les concerts, les rencontres avec le public, tout ça, ça reprend. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous les deux du beau temps, du monde, que ça marche. Donc, ce festival Temporalis du 1er au 4 juillet sur l'esplanade des Marronniers à Nyon. Et puis, la structure donc, de la HES-SO est à voir tout l'été sur cette esplanade. Merci beaucoup, Luciana Vaccaro. Merci. Et merci, Adriano Cor. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. La sculpture géante intitulée Charpentification sera inaugurée ce samedi à Nyon au parc du Buis. Visite des lieux en compagnie de Florian Cavalleri. Il rencontre l'œuvre des frères Chapuisat. On aurait voulu inaugurer ce parc l'année passée, évidemment on n'a pas pu à cause du Covid. On le fait maintenant et on le fait d'autant mieux qu'il y a cette œuvre qui vient d'être bâtie, l'œuvre des frères Chapuisat, Charpentification, qui est issue d'une démarche tout à fait originale de commanditaires, de voisins qui ont contribué à penser ce projet. Ici, dans le cas de Nyon, donc c'est la ville qui est venue nous chercher en disant qu'ils avaient acheté ce parc et qu'ils aimeraient bien mettre en place un processus participatif, du coup avec un groupe de citoyens. Et nous avons travaillé avec donc des usagers du parc, donc des éducateurs et éducatrices de l'UAPE, et puis aussi des voisins, des parents d'enfants fréquentant l'UAPE. Donc du coup, avec ce groupe de citoyens, eh bien, très rapidement, ils et elles ont vu qu'on souhaitait qu'advienne un emplacement pour qu'il y ait plus de convivialité à Nyon. Ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est de voir que les gens se donnent rendez-vous ici, par exemple, se donnent rendez-vous pour faire des réunions de famille, pique-niquer, et puis qu'on voit que cette œuvre, elle vive, c'est-à-dire que les gens ils viennent régulièrement pour se rencontrer, et puis on verra aussi que sa SM aussi, elle a quand même une certaine qualité esthétique, et il me semble que je ne serais pas étonnée de la revoir très régulièrement dans les réseaux sociaux. Quel est le geste artistique que vous avez voulu transmettre à travers cette œuvre ? Alors d'abord, je pense que c'était la masse. Je voulais une quantité de bois importante qui amène une présence, que ça soit vraiment une espèce d'entité, un monstre presque. Donc, puis après, c'est le côté très simple de la forme et la possibilité en fait de s'inventer des espaces, c'est-à-dire de pouvoir à la fois aller dessous, dedans pour les petits-enfants, monter dessus, se poser pour les adultes, et que ça soit vraiment une espèce de carte blanche que les gens puissent ensuite utiliser à leur manière. Mon travail jusqu'à maintenant a beaucoup été dans l'éphémère. C'est souvent des installations qui sont construites, des constructions souvent monumentales, mais qui sont construites pour un été, pour une expo, et qu'ensuite disparaissent. Et là, pour la première fois, c'est une œuvre qui est pérenne, et donc on travaille avec un bois qui est beaucoup plus pérenne, c'est-à-dire c'est du chêne, quelque chose avec lequel j'ai jamais travaillé. À la base, l'œuvre avait plus de verticalité, il y avait même des diagonales, et malheureusement, ça a été mis de côté pour des raisons de sécurité. Et donc oui, maintenant, elle a plus une forme de capla, elle a vachement été rabaissée. La pièce originale montait jusqu'à, je crois, 6 mètres ou 8 mètres. Et donc voilà, on se retrouve sur cette forme encore plus simplifiée que la pièce d'origine, mais qui au final, je l'espère, va prendre sa vie
Samedi, c'est l'inauguration de ce magnifique parc du Buis, de cette œuvre d'art. Est-ce que la population est aussi conviée? Est-ce que l'entrée est libre au regard des mesures sanitaires? Alors bien sûr qu'on accueille tout le monde, c'est un parc public et c'est une grande fête pour nous de pouvoir inaugurer officiellement El Parc et cette œuvre. Il faut s'inscrire par contre à espacevert.ch, site des espaces verts de la ville de Nyon, parce qu'il y a encore évidemment ces mesures sanitaires, mais on serait très heureux d'accueillir du monde, soit pour expliquer les natures de ce parc, et aussi voir cette œuvre, pour pouvoir contempler cette œuvre de près. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve très vite, vous le savez, pour plus de culture et plus d'aventures.